c'est un positionnement qui a évidemment évolué en 15 ans. Il y a 15 ans, quand on a été créé, il y avait 4 incubateurs à Paris, donc on était peu nombreux, et du coup le fait de se focaliser sur l'entrepreneuriat féminin, puisque au départ c'était plutôt assez large comme scope, était déjà assez significatif et assez fort par rapport à la question qu'on avait tout de suite identifiée, qui était le fait qu'il y avait une grande différence dans la façon dont les femmes avaient accès aux outils qui permettent d'entreprendre par rapport aux hommes. Et puis, au fur et à mesure de notre développement, on s'est recentré sur la tech et l'innovation. Pourquoi ? Pas du tout pour une raison opportuniste, mais parce que finalement, aujourd'hui, la tech, l'innovation, le numérique ouvre des opportunités qui permettent aux femmes d'entreprendre et qui permettent aux femmes de rattraper, si possible, le retard qui est le leur en termes d'entrepreneuriat, avec des nouveaux outils qui sont à leur disposition. Et Daniela ou Sarah nous ont apporté des témoignages flagrants de ça, mais c'est vrai que voilà, on a vraiment recentré notre approche sur comment est-ce que les femmes dans la tech et dans l'innovation apportent un nouveau regard, apportent quelque chose de différent. Et justement, on se rend compte qu'il y a très peu de femmes finalement qui se lancent dans le numérique. Quel est ton regard sur ce fait ? Alors, en fait, aujourd'hui, je pense que la question n'est plus tellement de savoir si on se lance dans le numérique ou pas, parce que s'il y a 20 ans, la révolution était celle du numérique, aujourd'hui, on est à l'aune d'une autre révolution qui est beaucoup plus celle finalement de l'engagement, des innovations qui vont permettre de transformer la société, bien sûr via le numérique, et c'est là où les femmes ont quelque chose justement aussi de nouveau à apporter et dont elles peuvent se saisir, parce que précisément la question de pouvoir changer les choses, de pouvoir changer le regard, de faire de la tech ou de produire des algorithmes ou de travailler telle ou telle solution au produit, c'est précisément des choses que les femmes sont en mesure d'apporter à la société, au monde, et c'est ça qui va vraiment permettre d'ouvrir des nouvelles vocations pour toutes les générations. Voilà, quand Daniela dit moi finalement je me suis servi des outils du numérique pour aller vers l'égalité des chances, pour apporter des nouvelles solutions, on est exactement dans ce que Willa cherche à pousser, c'est-à-dire ce moment de lien entre les possibilités ouvertes par le numérique et la façon de changer le monde. C'est pas du tout différent de ce que fait Kokoroé, au contraire, c'est exactement là-dessus que vous êtes aussi, et c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir accompagné votre projet. Et concrètement, quelles actions on pourrait mettre en place pour qu'il y ait quand même davantage de femmes dans le numérique ? Alors, il y a clairement plusieurs champs qui sont identifiés aujourd'hui. Ça dépend effectivement du stade de maturité des projets. Vous savez qu'aujourd'hui, chez Willa, nous, on accompagne beaucoup de projets qui émergent, c'est-à-dire qui sont au démarrage de leur réflexion. Et pour qu'un projet émerge, il faut qu'il y ait eu un parcours aussi, un parcours qui permette d'aller vers le numérique, qui permette de croire à ses chances dans le numérique, dans l'innovation, dans la tech. Pour ça, on parle d'éducation, clairement au départ. Il faut que les petites filles, dès l'école, se disent oui, après tout, moi je peux aller dans les métiers du numérique ou de la tech. Il faut qu'ensuite, au lycée, elles aient accès aux mêmes chances pour faire les filières scientifiques, avoir accès à différentes notions. Et puis ensuite, que dans les grandes écoles, en particulier les grandes écoles d'ingénieurs, le ratio soit également beaucoup plus équilibré. Donc ça, c'est pour l'amont. Et puis pour l'aval, une fois que les projets sont là, une fois qu'ils grandissent, beaucoup d'initiatives ces derniers temps ont montré à quel point les différences de financement était forte aujourd'hui, et c'est un des freins majeurs au développement des projets. C'est vrai qu'aujourd'hui, tant qu'on a, Daniel le disait aussi, ou Sarah le disait sur la question du comité olympique, tant qu'on a une majorité d'hommes de 70 ans et plutôt blancs qui dirigent les fonds d'investissement, on va avoir des biais évidemment très forts dans la façon dont ces projets sont financés. Donc l'éducation, le financement, et puis ce à quoi on croit nous très 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 fort chez Willa, et c'est le cœur de notre mission, l'accompagnement. Parce que être entrepreneur, ça s'invente pas. C'est pas inné. Il faut être accompagné, il faut être suivi, il faut être challengé sur son projet. Il faut avoir conscience des difficultés, mais aussi des opportunités qui existent en termes de marché, en termes de développement, en termes d'équipe. Tout ça, c'est des choses que des incubateurs comme Willa sont capables d'apporter à des projets qui sont portés ou coportés par des femmes. Et c'est important de garder ce scope-là. Nous, on se dit agent de mixité. On ne veut pas rester entre nous. C'est pas du tout ça l'idée. C'est vraiment de dire il faut justement que l'ensemble des personnes qui accompagnent l'entrepreneuriat, qui accompagnent le développement des startups, prennent conscience de ces biais qui sont effectivement très, très faiblement visibles et qui font qu'il y a moins de femmes qui se lancent, ou il y a moins de femmes qui continuent, il y a moins de femmes qui arrivent à avoir des ambitions très fortes dans le développement de leurs entreprises. Merci beaucoup Sarah pour ce témoignage. Merci.
Sarah, on avait d'autres questions. Ah, mais il y avait d'autres questions. Il y avait d'autres questions. Juste, il y a eu une actu qui est tombée hier et on voulait avoir ton commentaire. Peut-être que vous l'avez suivi sur Twitter. Il y a 100 startups qui ont signé un acte important qui est le Parental Act. Absolument. Alors c'est une initiative effectivement très importante qui a été d'ailleurs portée par plusieurs structures et notamment aussi lors de la journée de la femme à impact dont la première édition a eu lieu à l'automne en collaboration avec le MOVES, c'est donc le mouvement des entrepreneurs sociaux Willa et le collectif Sista. L'idée de cette initiative, c'est de dire que donc l'objectif c'est que les pères prennent davantage de congés paternité et qu'il y ait une plus grande égalité face aux tout premiers mois de la vie des enfants. Pour quelles raisons ce point-là est extrêmement important? D'abord pour les enfants, je le souligne. Voilà, c'est aussi extrêmement important pour les enfants d'avoir leurs deux parents à leur côté au tout début de la vie. Mais c'est surtout très important pour comprendre que ce ralentissement, ou en tout cas ce moment de la vie des femmes qui consiste à s'occuper des tout petits enfants, est un moment charnière dans la vie professionnelle et dans la façon dont le déploiement d'une carrière professionnelle se fait. Et si ce moment-là est partagé, et mieux partagé, alors il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est là où la question de la mixité est si importante. C'est que faire de l'entrepreneuriat féminin, faire de la place des femmes dans la tech et l'innovation un combat, c'est un bien pour toute la société, pour les hommes et pour les femmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on croit. Exactement. Et je crois qu'il y a quelques semaines, justement, ici même, tu accueillais Cédric O, donc secrétaire d'État au numérique. Et il y avait un petit panel de start-up qui était là. C'était dans la confidence, pas de médias, rien. Et je crois qu'on peut dire que les échanges ont été assez vifs. Absolument. En tout cas, ils ont été nourris. Ils ont été nourris, on va dire ça comme ça. Il y a une chose qui est vraiment revenue et que nous, on a expérimenté à Kokoroé, c'est que lorsqu'on va voir les fonds d'investissement de la place parisienne, on est face à des partenaires qui sont en moyenne tous 60 ans, blancs, hommes. Et globalement, lever des fonds, c'est très dur. Oui. La réalité, elle est même chiffrée, hein, c'est pas que du ressenti. Il y a moins de 4% de femmes qui lèvent des fonds. Nous, ça a été notre cas, mais le problème se pose ensuite lorsque tu montes d'un cran en série A et que tu veux lever 5, 6, 10 millions qui t'accompagnent. Il faut partir de Paris, il faut aller dans la vallée ou à Londres. Quel est ton ressenti dessus? Alors, il y a deux choses qui sont très importantes, effectivement, qui ont fait l'objet de nos échanges avec Cédrico. C'est deux points indispensables à cette meilleure prise en compte de comment on peut lever des fonds. D'abord, se dire que les levées de fonds, c'est pas l'alpha et l'oméga d'une réussite. Ça, c'est quand même important de le dire. Et Kokoroé en est le meilleur exemple. C'est-à-dire qu'on peut aussi croître, avoir une position, gagner des marchés sur la base de ce qu'on est capable de vendre et de sa force de conviction vis-à-vis des acheteurs. Donc ça, c'est un point très important. Et peut-être que la présence des femmes dans l'entrepreneuriat est aussi un moyen de rééquilibrer cette vision-là du développement et de la réussite. Première chose. Deuxième chose, évidemment que c'est indispensable de lever des fonds à un moment donné où on cherche à scaler, à un moment donné où on cherche à changer d'échelle. Et à ce moment-là, la seule solution qui s'ouvre à nous aujourd'hui, c'est précisément d'avoir cette double action, d'avoir une meilleure mixité dans les fonds d'investissement eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes doivent faire leur révolution, travailler sur la façon dont ils doivent intégrer des femmes au poste d'investisseurs, dont ils doivent intégrer des femmes dans les comités de sélection des projets, pour là encore réduire les biais presque inconscients qui existent dans ce type de jugement et dans ce type de façon d'envisager la croissance des projets. Et ici, on est dans un lieu qui est vraiment historique puisque vous êtes vraiment sur le seul incubateur qui est exclusivement inclusif, c'est-à-dire que vous avez l'obligation d'avoir au moins une femme cofondatrice au sein de l'équipe. Ça fait partie des nombreux critères. C'est pas le seul, on vous rassure. Mais ça fait partie des nombreux... non, ça fait partie des nombreux critères et tu as raison de le souligner. C'est une dimension historique et de positionnement qu'on a choisi. Mais je tiens à souligner que cette position-là, elle a ouvert beaucoup d'autres champs. Parce qu'avoir au moins une femme cofondatrice à la tête de la start-up, ça veut dire aussi favoriser davantage la diversité géographique, favoriser davantage la diversité ethnique. Ça veut dire plein d'autres choses qui permettent aussi à d'autres types de population, de communauté, d'accéder à l'entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. On nous disait justement en introduction que l'inclusion, finalement, c'est pas que les femmes. Effectivement, c'est le genre, c'est le handicap. On sait qu'il y en a à peu près 10 différentes typologies de différences. Et Willa, quand même, peu le savent, mais a démarré il y a très longtemps. Oui. Il y a presque une dizaine d'années.
15 ans même C'est maintenant. plus une start-up vraiment, non, quoi. On n'est plus vraiment une start-up, c'est ça. On n'est plus vraiment une start-up. On a effectivement des méthodologies aujourd'hui qui sont très installées, qui ont fait leurs preuves. On a des choses à pouvoir apporter. Mais alors, nous, c'est là où on voudrait vraiment aujourd'hui changer la façon dont on envisage les choses. C'est de se dire, cette connaissance qu'on a d'accompagner des projets au féminin, cette façon de faire les choses, on peut la diffuser. Et on peut la diffuser auprès d'incubateurs thématiques différents. On le fait par exemple avec le tremplin sur les thématiques de Sporttech avec Sarah, qui a été une des grandes figures de ce développement. On le fait aussi sur la Deep Tech avec des incubateurs comme Incub-Alliance. On travaille sur la FinTech avec Rothschild. Bref, on a beaucoup de choses qui permettent de dire ce qu'on a acquis comme connaissance et comme savoir-faire pour accompagner davantage de femmes vers l'entrepreneuriat, vers la réussite de leurs projets, on est tout à fait, nous, ouvertes pour le mettre à disposition d'autres structures, et c'est ça qui va faire la force du projet. Et finalement, aujourd'hui, c'est une méthodologie que vous avez acquis, que vous connaissez, que vous maîtrisez, que vous partagez avec d'autres acteurs de l'écosystème, parce qu'il faut le dire, Willa a conservé son statut d'association, donc se finance également au travers de grands partenariats et d'entreprises. Absolument. Nous, on considère que notre mission est complètement d'intérêt général. Bien sûr, on travaille à l'entrepreneuriat, on travaille à la réussite de projets qui vont avoir un devenir économique, mais ce que l'on fait vraiment ici, c'est d'accompagner, de sensibiliser, de mobiliser autour de cette question de justice sociale qui est l'accession des femmes à l'entrepreneuriat. Et ça, c'est pour ça qu'on est resté en statut associatif, c'est parce qu'on a vraiment conscience de cette mission qui est la nôtre. Et je pense que les entreprises qui nous rejoignent sont aussi des entreprises qui prennent conscience de leur propre responsabilité, de leur engagement, et dans tous nos partenaires, c'est des gens qui ont fait vraiment bouger les lignes dans leurs propres entreprises sur ces questions-là. Donc il y a vraiment une question de mouvement que l'on cherche à initier, et le manifeste que l'on a lancé il y a 2 ans le montre bien de ce point de vue-là. Et justement, j'aimerais qu'on revienne, parce que dans la salle, on a beaucoup de partenaires qui sont issus de tous les secteurs. Il y a de l'assurance, il y a du telco, il y a de l'énergie, il y a du luxe, il y a de l'agro, je ne vais pas oublier tout le monde, mais il y a beaucoup de monde. Donc l'objectif, ce serait un peu de présenter finalement les quelques verticales que tu as lancées. Tu me parlais justement côté FinTech avec Rothschild. Est-ce que tu peux présenter un peu côté secteur ? En gros, l'idée, c'est d'arriver à se dire, avec le partenaire avec lequel on lance le sujet, quelles sont les typologies de projets qu'on cherche à faire émerger. On lance un appel à projet commun pour justement repérer des femmes qui porteraient ces projets, ou des projets qui sont cofondés avec des femmes sur ces thématiques. On les accompagne ensemble, c'est-à-dire que nos deux compétences se conjuguent pour faire la réussite de ces projets-là. Rothschild a amené toutes les compétences effectivement sur les notions de développement en matière de FinTech, et nous sur tout ce qui concernait les différentes étapes de réussite et d'accompagnement d'un projet. C'est vraiment cette convergence des choses qui permet d'aller au fond du projet. Et puis aussi, je dois le dire, l'atmosphère particulière qui existe ici et qui fait qu'on peut échanger avec d'autres. On a une vraie sororité, il faut le dire, et aussi avec les hommes qui sont présents en grand nombre dans cet incubateur, pour partager des bons réflexes, pour partager des bonnes pratiques, pour partager des choses au-delà des secteurs, qui fait que quand on lance une verticale sur FinTech ou sur Sporttech, cette co-construction permet d'enrichir le projet et d'aller plus loin. Et justement, la verticale Sporttech, tu en parlais, donc Sarah est une digne représentante. Tu peux nous en dire un peu plus ? Je crois que tu t'es associée avec la Française des Jeux. Alors effectivement, donc la Française Stéphane des Jeux, qui était le partenaire aussi du tremplin, donc l'incubateur de Paris & Co dédié au sport, s'est associé avec notre démarche pour pouvoir justement lancer, je crois que c'est la 4e édition de notre verticale qui s'appelle les Sprinteuses. Et donc là aussi c'est pareil, l'idée était de dire, il y a des compétences, il y a des acquisitions spécifiques que le tremplin peut mettre en œuvre pour faire réussir des projets comme celui de Sarah, avec un background, toute une série de sujets marketing et autres qui peuvent être abordés. Et puis il y a ce que nous, on apporte, qui est la confiance en soi, la résolution d'un certain nombre de problématiques, des champs aussi très concrets sur comment est-ce qu'on constitue son équipe, quel type d'association il faut qu'on mette en œuvre, comment est-ce que je gère la question managériale quand je suis une femme à la tête de ma propre entreprise. Bref, toutes ces choses qui font la réussite d'un projet, on les a associées, et c'est ce qui permet à des projets de connaître autant de succès. Je crois que vous avez des partenaires comme Contrex, HSBC. Absolument. Alors Contrex s'est positionné sur un autre champ qui est absolument indispensable pour nous,
chose qui est celui de l'émergence, c'est-à-dire Contrex nous a aidé à mettre en œuvre notre programme Possible, qui est les bootcamps de 3 jours qui permettent de faire sortir l'idée de la part des femmes qui en ont envie. Ce moment-là, il est crucial parce que, au fond, on nous dit il n'y a pas assez de femmes dans l'entrepreneuriat et il y a peu de financement pour les femmes. Mais c'est vrai aussi qu'il faut le dire, les fonds d'investissement, quand ils investissent dans une boîte, ils en ont regardé 100. Avant d'investir dans cette boîte-là. Bon, le temps qu'on arrive, nous, à produire autant de projets dans le pipe qui vont être portés par des femmes, il faut qu'il y ait une grosse émergence justement de nouveaux projets. Et c'est ce qu'on a fait avec Contrex, de pouvoir travailler sur cette logique-là. Et il y a un autre sujet, donc il y a beaucoup d'entreprises dans la salle, mais pas que, c'est finalement comment faire en sorte de partager les best practices des startups, des entrepreneurs. Il y a certaines méthodologies, alors on parle du Lean Startup, on parle de l'effectuation, c'est des méthodes qui essaiment un peu partout. Comment finalement les transmettre aux entreprises? C'est autant de boîtes à outils qu'on peut donner pour finalement accélérer les projets, innover en interne. Je crois que tu as également mené un programme d'intrapreneuriat aussi avec HSBC notamment. Alors on a mené effectivement deux épisodes d'un programme qui s'appelait 66 Miles, en collaboration avec le cabinet d'open innovation 5x5, justement sur cette question de l'intrapreneuriat. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est pas inné. Soutenir des projets à l'extérieur, c'est très bien, mais réussir à internaliser et à faire en sorte que les idées des femmes puissent donner naissance à des nouvelles business units, à des nouvelles solutions, des nouveaux projets, ça ne se décrète pas. Il faut qu'il y ait une vraie stratégie, une vraie façon de faire. Et donc, ce qu'on a fait avec 5x5, c'était un peu la même méthode, mais appliquée à l'interne, c'est-à-dire vraiment de favoriser l'émergence de sujets, de faire en sorte que ces sujets soient ensuite coachés, accompagnés, traduits dans cette dimension. Et ça se passe ici, en fait? Ça se passe absolument. Sur 6 mois, il y a deux parties. Il y a plusieurs journées qui se passent ici et qui permettent, là encore, la collaboration avec les équipes qui sont ici, d'une part, et puis les autres startups qui ne sont pas dans l'entreprise, mais là aussi, où les ateliers et les échanges... On les voit, ils se mélangent. Hein. Intrapreneurs, entrepreneurs, tout le monde se parle. Ils se mélangent absolument parce que c'est les mêmes problématiques au fond, qui se posent. Et puis, il y a des journées dédiées dans l'entreprise où, là encore, nos équipes, avec les équipes en charge dans l'entreprise, proposent un certain nombre d'outils, un certain nombre de dynamiques de réflexion qui vont faire avancer le projet. Donc c'est vraiment se mettre au service de l'entreprise pour faire en sorte que des nouvelles forces portées par les femmes irriguent dans l'entreprise elle-même. Et je crois que ça y est, vous accédez à la notoriété puisque là, bientôt, vous fêtez vos 15 ans. C'est ça. Je crois que c'est le 3 mars, si je dis pas de bêtises. On est encore en discussion, mais effectivement, il y a la date du 3 mars qui est évoquée. Pour tout vous dire, le ministre de l'économie souhaiterait aussi... Bruno Le Maire, j'ai cru comprendre, allait venir. Peut-être que la date va un peu évoluer, mais en tout cas, effectivement, on est aujourd'hui un peu... regardez, on en est très heureux et très fiers, parce que précisément, on est les seuls à avoir cette longévité sur cette question-là, et que je pense que de notre expérience peut naître beaucoup de nouvelles innovations qui vont servir l'économie française, et en particulier l'innovation et la tech. Et Olivier en parlait un peu au début, alors il y a un phénomène aussi de mode, hein, finalement, s'afficher avec des entrepreneurs, ça devient aussi à la mode. Et comment on évite l'écueil? Alors toi, tu as acquis une légitimité dans l'écosystème, mais comment on évite l'écueil un peu du voilà, je me fais mousser? Alors effectivement, la crainte du woman washing peut exister. Nouveau hashtag. Voilà, le nouveau hashtag. Nous, on pense que tout est bon à prendre, pour tout vous dire, et que si c'est ce sujet-là qui est mis en avant, eh ben, tant mieux pour nous. Ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Voilà, et que du coup, ça permet aussi quand même de finalement avancer sur ces questions-là, de pointer des choses qui fonctionnent peut-être moins bien dans les entreprises, ou au contraire, des choses qui sont bien mises en œuvre, parce que tout n'est pas à critiquer. Et du coup, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un peu un focus particulier dont il faut qu'on se saisisse, mais encore une fois, je le disais, je pense que c'est un focus qui passe par le prisme des femmes, mais qui est beaucoup plus large, qui est celui de la responsabilité des entreprises aujourd'hui, l'engagement qu'elles ont dans la cité, l'engagement qu'elles ont sur les questions sociétales, environnementales, sur les questions d'inclusion. Et du coup, le fait de s'intéresser à la question de la place des femmes, de leur rôle dans l'entrepreneuriat, est un moyen d'entrer dans cette réflexion qui est indispensable pour les entreprises. Et Daniela, tu le disais tout à l'heure, justement, il y a aussi un sujet de rôle modèle. Si on veut des générations de femmes entrepreneuses, il faut très tôt, dès l'école, dès 14, 15, 16 ans, montrer qu'il y a des femmes scientifiques qui existent, qu'il y a des femmes entrepreneuses. Comment on fait finalement pour changer les choses? Parce qu'est-ce qu'on n'arrive pas un peu trop tard, déjà un incubateur, tu vois? Alors, moi, je pense que les rôles modèles, c'est une vraie question et c'est une question qui se lie à
tous les niveaux. C'est-à-dire, on peut avoir comme rôle modèle sa grand-mère, on peut avoir comme rôle modèle son professeur d'histoire, on peut avoir comme rôle modèle quelqu'un, la boulangère qui entreprend toute seule dans son coin, dans sa... La question n'est pas forcément de se fixer Michelle Obama comme rôle modèle. Il y a plein de choses. Un peu difficile. On peut, mais il y a plein de choses qui sont possibles. L'objectif, c'est vraiment justement de empowerer, c'est un anglicisme un peu moche, mais c'est la réalité, c'est-à-dire de montrer qu'on peut être maître de son propre destin et décider d'un certain nombre de choix au regard de ce qui a été fait par d'autres avant nous et de la façon dont c'est conduit aujourd'hui. Et je pense que ce que vous faites chez Kokoroé, par exemple aussi, justement d'utiliser des nouveaux outils, de se rapprocher des plus jeunes générations sur ce genre de problématiques, ça permet de montrer que c'est accessible, que c'est possible et qu'il n'y a pas besoin d'un certain nombre de blocages qui empêchent d'arriver jusque-là. Donc oui, les rôles modèles, c'est essentiel, mais c'est essentiel de les valoriser dans tous les champs de l'activité et pas seulement uniquement dans les startups qui gagnent aujourd'hui. Et justement, Sarah, toi, tu es une observatrice avisée de l'écosystème féminin. Est-ce qu'il y a des parcours qui t'ont marqué récemment, ces dernières années, que tu trouves particulièrement inspirants et dont on peut témoigner aujourd'hui? Oui, alors le vôtre, bien sûr aussi. Mais, merci. Mais j'aimerais bien citer aussi le cas de Lugna Knipsi, que vous connaissez certainement sur Meet My Mama. Là où je trouve que ce sujet est très intéressant, c'est justement qu'il a mis en balance une réussite entrepreneuriale et la façon de redonner confiance, de redonner du pouvoir, de redonner des marges de manœuvre à un certain nombre de femmes qui étaient dans cette logique d'entreprendre. Et je pense que cette double notion est indispensable. Oui, il faut réussir, oui, il faut gagner des marchés, oui, il faut faire que notre projet fonctionne, mais il faut aussi montrer que ça passe par la réacquisition d'un certain nombre de marges de manœuvre, ça passe par une façon de croire en soi, ça passe par une façon de donner la main aux autres, de les tirer vers soi. Et ça, c'est des valeurs qui sont essentielles pour Willa et dans lesquelles on croit beaucoup. Et Sarah, il y a une question qu'on pose maintenant quasiment systématiquement, c'est celle du social calling. Donc le social calling, c'est le fameux moment où on a un déclic et on décide de s'engager socialement. Donc tout le monde en a parlé un peu ce matin. Je voulais savoir quel était le tien. Alors écoutez, moi c'est intéressant parce que par ailleurs, dans mes autres fonctions, j'ai la chance de pouvoir enseigner à Sciences Po aujourd'hui. Et j'enseigne un cours sur le financement de l'intérêt général. Eh ben, j'ai été très étonnée de la masse d'étudiants que ça intéresse, d'une part, et surtout leur scope quant à l'avenir qu'ils veulent mettre en œuvre. Il y a un récent sondage Ipsos BCG qui est sorti, qui montrait que dans les 6000 étudiants interrogés, il y en avait les 3/4 qui voulaient travailler dans l'environnement, 67% qui disaient « moi, ce que je veux dans mon job, c'est me sentir utile ». Donc il y a vraiment une énorme majorité aujourd'hui de jeunes qui se positionnent sur un travail qui peut faire changer les choses, qui peut faire changer la planète, qui peut faire changer le monde. Et ça, c'est un sujet vraiment de grande fierté et d'espoir pour nous, parce que je pense que c'est des gens qui vont quand même aussi aller travailler dans nos entreprises, aller travailler dans les différents secteurs d'activité et vont amener de nouvelles façons de penser les choses et de nouvelles façons de les concevoir. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Si d'autres... Si des entreprises souhaitent ouvrir justement des nouvelles verticales sur des sujets AssureTech, FinTech, SportTech, tout ce qui se termine en tech, Sarah est ici dans la salle. On est ouvert, absolument. Merci beaucoup.